Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes extrêmement ravis avec vu le nombre d'inscrits, mais là vu le nombre de personnes là qui entrent dans la salle, de participer à ce groupe de travail. Donc que nous installons aujourd'hui avec donc l'ANCT au travers de la délégation de territoire d'industrie que je représente, l'intercommunalité de France, avec donc son vice-président d'ailleurs qui est là aussi, Monsieur Troblic, donc ses membres, hein, Lucas Chevrier qui intervient tout à l'heure et Charlotte Sorin Descamps qui inaugurera avec moi ce temps d'échange. Et puis le CEREMA, avec notamment Nicolas Gilliot, qui contribue fortement aussi à l'organisation de cette séance et ses collègues. Et puis avec l'appui aussi du CNER, qui nous a rejoint aussi pour organiser ce temps d'échange qui concerne aussi les agences de développement économique. Donc voilà, donc c'est un temps d'échange, un nouveau groupe de travail. Alors il est effectivement, c'est un nouveau groupe de travail, mais il est très connexe avec le groupe de travail qu'on avait monté avec ces mêmes partenaires en 2019 autour de la reconquête des friches industrielles dans les territoires d'industrie et qui apparaissait comme un sujet extrêmement prégnant, en tout cas qui nous était remonté de la part des territoires d'industrie. Les friches continuent d'être un sujet extrêmement important. J'en veux pour preuve, j'allais dire Ah, si vous vouliez, s'il vous plaît, si vous voulez. Oui. D'accord. Alors, si on peut éteindre les micros, s'il vous plaît. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils sont trop pris? C'est bon, c'est fait, j'aime bien. Ouais. C'est bon, je m'en occupe. Donc le sujet des friches continue d'être plébiscité vu le succès, le succès du fonds friche que nous avions aussi, j'allais dire, porté, hein, puisque c'était une des préconisations dans le cadre de résultats de ces échanges du groupe de travail sur la reconquête des friches industrielles. Et ça me permet vraiment de dire quelle est la finalité de ce groupe de travail aujourd'hui. On est sur la sobriété foncière et le développement économique. C'est comment, à l'heure du ZAN, hein, donc de ces contraintes hein, qui sont déclinées de la loi climat et résilience, contraintes aussi ô combien nécessaires hein, pour préserver le climat et notre planète, et comment les collectivités peuvent faire face à ces enjeux qui peuvent être quelquefois d'injonctions contradictoires hein, pour la population. Donc créer de l'emploi sur du foncier productif tout en préservant l'environnement immédiat des logements, etc. Donc, c'est aussi un sujet sociétal. Donc, il y a effectivement donc c'est un temps d'échange extrêmement dense. Je vais juste vous présenter le déroulé. Je passerai la parole à Charlotte Sorin Descamps qui nous dira un petit mot effectivement au nom d'Intercommunauté de France. Donc en termes de déroulé, donc on a 3 séquences. Donc une première séquence qui se veut un peu une séquence plénière, hein, donc avec deux présentations. Une première présentation des premiers retours du questionnaire sur le foncier, l'objectivation de ce foncier au niveau local. C'est aussi une remontée de la part des territoires d'industrie. Hein. Les territoires d'industrie sont composés de PCI, d'intercommunalités, et c'est une des... Pardon, en fait, c'est les messages des uns et des autres qui me perturbent. Le bonjour, désolé. Donc, le retour des questionnaires, d'un questionnaire qu'on vous a transmis pour objectiver cette tension au niveau local, donc au niveau du foncier économique face à l'impératif du ZAN, donc immédiatement, à court terme et moyen terme. Donc, ça nous permet aussi d'avoir de la donnée, de la data et la tendance pour qualifier cette tension qui nous est remontée. Voilà, et pour proposer avec vous des solutions immobilières, foncières, capables aussi de répondre à cet impératif
à cet impératif de lutte contre l'étalement urbain, parce qu'il s'agit finalement de cela. Donc, une première présentation donc de ce questionnaire, des premiers retours de questionnaire, et puis ensuite une deuxième présentation des premiers résultats, enfin des résultats d'une note qu'on a co-rédigée avec le CEREMA, et finalement qui sont le reflet de ces 3 sous-groupes que nous proposons. Voilà. Donc, on me dit que je dois passer la parole à Charlotte Saurin, probablement parce que je vais un peu trop lentement. Je reprendrai plus tard la parole. Donc, à Charlotte, à toi, avant de passer la parole aux différents intervenants. Et puis avant la séquence des sous-groupes. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci d'être aussi nombreux sur cet échange qui va être très riche. C'est bien le signe que ces sujets autour des leviers fonciers économiques est essentiel pour l'ensemble des collectivités de terrain que nous représentons et que vous êtes. Donc, juste un tout petit mot d'introduction. On va travailler sur un format un peu expérimental ce matin. On est 250. C'est vrai que travailler en visio sera probablement un exercice un peu particulier. On va essayer dans tous les cas d'être le plus concret possible dans les propositions qu'on va rendre à l'issue de cet échange et d'en faire le mieux possible restitution par la suite sous forme d'un rapport, d'une boîte à outils. Donc, vos contributions, vos prises de parole et vos écrits seront essentiels pour rendre riche cet échange. Intercommunalité de France s'est mobilisée sur ce sujet de manière intense puisqu'il y a un rôle clé à jouer auprès des entreprises et qui fait un peu une interface entre l'État et les entreprises et les EPCI sont tout à fait la bonne échelle pour travailler sur ces sujets très imbriqués que sont le foncier, mais on va aussi y trouver des dimensions plus de services et les plus à même de rendre compte de cette complexité. C'est évidemment vous en proximité de ces besoins et donc c'est en ça que nos échanges, à mon sens, seront précieux pour orienter demain les politiques gouvernementales en matière de soutien de l'industrie, mais plus largement aussi du foncier économique. Ce foncier qui se fait de plus en plus rare, on le sait, ça devient, ce sera désormais une denrée précieuse dont il faudra prendre soin. Donc, c'est aussi en ça que nos travaux sont essentiels et importants. Et donc, encore un grand merci de nous donner la puissance de feu de tous ces territoires différents et de leurs expressions diverses qui, je pense, convergeront sur certains aspects, mais aussi donneront toute l'image de la diversité de l'économie sur nos territoires. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole à Lucas Chevrier, donc, qui est en thèse à Intercommunalité de France sur les territoires d'industrie et qui suit ce sujet depuis son initiation en 2019. Donc, Lucas va vous présenter les premiers résultats du sondage et il est... je dirais, le fil rouge chez nous à la DCF Intercommunalité de France de ce sujet. Donc, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'échanger avec lui et n'hésitez pas. Il en sera très heureux pour ses travaux de thèse, mais aussi pour faire avancer plus largement le sujet sur le rapport à venir dans lequel il contribuera fortement et forcément. Lucas, je te confie le soin de lancer cette exploitation du Alors, c'est questionnaire. Bon. Les slides défilent. Attendez, c'est un peu lent, je pense. Tac. Tu peux dépasser ça, ouais. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, du coup. Peut-être je me représente, Lucas Chevrier. Je suis une thèse sur territoire d'industrie, en effet, avec l'école des Ponts. Je suis aussi le conseiller économie et industrie aux intercommunalités de France. Comme disait Charlotte Saurin-Descamps, je vais vous présenter les premiers retours d'une enquête que nous réalisons sur le foncier économique, une enquête que nous réalisons avec le CEREMA et la DTI principalement. Le CNER aussi nous appuie, notamment grâce à ses relais.
Voilà, les retours que je vous présentais ne sont pas encore consolidés, hein, mais ils visent surtout à lancer les discussions de ces 2 heures. Je pourrais peut-être après prendre une ou deux questions à la fin, mais selon le temps. Mais surtout, je vous conseille de réagir ensuite dans les sous-groupes au vu de ces éléments. Bien sûr, après, il y aura une publication plus formalisée. En termes de méthode, c'est un questionnaire de 35 questions destiné principalement aux personnes en charge de l'économie et de l'urbanisme dans les intercommunalités et leurs satellites. Pour tout vous dire, pour le moment, nous avons eu une centaine de réponses. Bien sûr, le lien, si vous voulez répondre, va vous être envoyé dans l'onglet discussion. Bon, voilà, je vous le mets tout de suite, peut-être, ce sera plus facile. Hop, et le questionnaire est divisé en 5 axes. J'y reviens de suite. Alors, on zappe, voilà. Donc, première slide pour chiffrer un peu la pénurie croissante de foncier économique. Je vous ai mis trois graphiques. Les 2 premiers posent les mêmes questions. Une enquête CEREMA ADCF de 2017 et une enquête CEREMA ADCF DTI de 2022. Voilà, donc pour contexte, 2017, post-loi NOTRe, donc transfert du foncier économique aux intercommunalités. Nous, on voulait voir ce que ça donnait. On constate que voilà, 45% des intercommunalités, c'est le graphique de gauche, déclarent avoir un parc économique bien dimensionné à court-moyen terme. Maintenant, on est tombé à 28%. Donc, à l'inverse, 41% des répondants déclaraient avoir un foncier économique sous-dimensionné, contre presque 70%, parce qu'on est à 68% maintenant. Donc voilà, les enquêtes montrent vraiment qu'il y a cette pénurie croissante. C'est une pénurie qui l'atteste aussi, enfin qui se fait aussi dans le temps, dans l'avenir. 27% des répondants, c'est le graphique du dessous, jugent que leur parc d'activité est saturé donc immédiatement, mais à cela s'ajoute aussi les 45% qui le considèrent d'ici 3 ans, plus encore les 25% d'ici 8 ans. Donc voilà, d'ici 2030, sans en tout cas accélération, j'y reviendrai tout à l'heure, de tout ce qui est, sans mobilisation de tous les outils possibles afin de renforcer la disponibilité foncière, voire des aménagements réglementaires, on aurait une saturation assez rapide dans les prochaines années du foncier économique. Peut-être une petite nuance, hein, cette situation, elle est bien sûr à différencier selon les territoires, selon les surfaces et selon les destinations. Selon les surfaces, voilà, notre enquête montre que en dessous de 10 hectares, on peut encore avoir un peu de disponibilité foncière. Et encore, ça dépend des destinations. Et surtout, en fait, 10 hectares, c'est déjà assez large. En réalité, je vous le montrais tout à l'heure, on a des retours qualitatifs qui montrent que c'est plus jusqu'à 4 hectares. En tout cas, au-delà de 4 hectares, ça devient difficile. Bon, et là, comme le montre les autres, les autres items, pour des surfaces entre 10 et 54 hectares, 24% des sondés peuvent accueillir de l'industrie. Les autres destinations, ça devient très compliqué. Et au-delà de 50 hectares, c'est quasiment impossible. Mais cela montre aussi les priorités des intercommunalités dans leur stratégie. Qu'est-ce qu'elles veulent accueillir le plus, en fait. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Alors, ça n'a pas zappé. Voilà. Les motifs de refus. Je vous ai mis une slide voilà, illustrant vraiment cette saturation foncière d'un point de vue concret, avec des retours d'expérience. Donc, on constate les premiers retours d'expérience montrent clairement une demande foncière très forte qui conduisent à des refus d'implantation ou à des départs. Voilà, départs suite à un manque d'offres immobilières locatives. Projet s'est implanté dans une ZAE de l'EPCI voisin. Voilà, c'est des choses qui arrivent de plus en plus. Et sont aussi, comment je pourrais dire ça, liées, enfin, soit, comme je le disais tout à l'heure, à des petites activités, enfin des locaux de petites activités, tout ce qui est artisans, petites entreprises industrielles qui souffrent en fait d'une pénurie de locaux. Et en même temps, on a une saturation sur les grands espaces, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de 4 hectares. Le principal problème qui illustre les autres retours d'expérience, c'est qu'il y a des marges de manœuvre limitées, en fait, en matière de renforcement de la disponibilité foncière.
sont des marges de manœuvre limitées par le temps, ce qui est délais réglementaires, délais d'aménagement, mais aussi par les contraintes environnementales qui sont parfois une limite nette, quoi, enfin sèche, comme l'illustre aussi des limites techniques, voilà, une présence de peu de friches, ou encore, il y en avait d'autres qui citaient, voilà, on est au milieu d'une zone Natura 2000, sont des limites presque intangibles. Donc, on a des refus croissants, et on a aussi surtout une priorisation qui est effectuée de plus en plus, avec un refus des projets consommateurs de foncier qui sont sans création de valeur, soit emploi, on pense aussi par exemple à la fiscalité locale, tout ce qui est CFE, CVAE. Et on a des refus aussi au vu de la stratégie territoriale. C'est le dernier exemple. Nous refusons des implantations, pas par manque de foncier, mais par stratégie. Du coup, la question, bien sûr, et j'imagine qu'on en discutera dans les groupes de travail, c'est quelle stratégie adopter, sur quels critères se baser, etc. Alors, j'essaye d'accélérer, même si je pense que je parle déjà trop vite. Oui, c'est bien. Voilà, je vous ai mis à nouveau non, attendez, excusez-moi. Voilà. En lien avec cette stratégie, il y a des leviers d'action au profit du foncier économique. 75% des répondants mobilisent les documents d'urbanisme. Il serait intéressant, justement, en sous-groupe, de voir lesquels. 70% des répondants ont plutôt recours au recyclage foncier, la densification à 60%, et la consommation foncière, voilà, puisque c'est encore possible jusqu'en 2050, et encore avec compensation, normalement en théorie, ce sera encore possible après, pour un peu plus de la moitié des répondants. Donc, vous voyez bien que voilà, ce sont différents outils qui sont non exclusifs, ça paraît logique. En revanche, petite surprise, les leviers incitatifs et les nouveaux outils de portage ont quand même un succès moindre. Je pense qu'ils sont plus récents, c'est aussi peut-être plus complexe ou plus politique à mettre en place, pour être honnête. Enfin, ça demande une coordination plus ample et plus technique. Bon, j'y reviendrai plus tard. Encore une fois, cette disponibilité, malgré ces différents outils, elle reste avant tout, ces différents outils, ils s'étalent dans le temps. La mobilisation de ces outils met du temps. Voilà, on a différents retours d'expérience là-dessus. Et par exemple, voilà, certains disent il faut 0 année pour qu'un foncier identifié pour le développement économique soit effectivement disponible. Voilà, je pense qu'il faut plus aller dans le quali, dans le détail pour voir qu'est-ce qu'est alors dans ce cas-là un foncier immédiatement disponible. Et sinon, voilà, c'est entre 2 et 5 ans en fait pour la majorité des répondants. Voilà, petite slide uniquement pour dire que sur ce qui est document d'urbanisme, je vais faire des petits zooms là, 3 petits zooms sur chacun des outils pour justement quand on se groupe, vous ayez un peu peut-être de matériaux pour commencer. On constate que les ZAE sont en général définis, mais peu de différenciation entre les destinations via un zonage par sous-destination est effectué. Plus on constate des zonages en vigueur assez peu stricts, donc avec une certaine mixité, qui peut correspondre à un besoin des entreprises et aussi à une volonté de la collectivité de diversifier aussi ses tissus économiques. Ce sera intéressant justement de rediscuter là-dessus sur le point, sur tout ce qui est stratégie du foncier économique. Tout ce qui est intervention foncière en dur, un peu, on constate, je vous ai mis 2 graphiques, 2017-2022, toujours la même logique, c'est un enjeu permanent. En 2017, 40% des répondants jugeaient qu'il existe des enjeux de requalification, de redynamisation du foncier économique. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs hypothèses, besoin de réaménagement constant, des attendus qui peuvent changer, une intervention qui n'est pas faite. Il faudra voir aussi dans les échanges. Ça, je vais sauter puisque il y aura une petite redite. Les limites techniques, ça peut, je pense que c'est intéressant d'en parler. On constate des limites de 2 ordres économiques pour 64% des répondants à ces opérations d'aménagement. C'est guère étonnant, puisque pour 40% des répondants, il faut entre 5 et 10 ans pour que les recettes fiscales couvrent les dépenses en aménagement. Ce sont aussi des limites liées à l'ingénierie de projet ou à l'ingénierie de portage. Et pour 37% des répondants, il faut plus de 10 ans. Donc, on a une limite temporelle liée à l'amortissement et une limite technique liée aux équipes à mobiliser. Et sur le volet technique, on a aussi un problème lié à la propriété. Pour 86% des répondants, les
les entreprises sur le territoire sont majoritairement propriétaires, ce qui pose des questions voilà, quant à qu'est-ce qu'on peut vraiment faire au final en termes d'opération d'aménagement sur les ZAE notamment. Ouais, Je coupe, voilà, juste l'offre de service, j'ai pas vraiment le temps. Jamila, ouais, je j'imagine pense que que vous en là, on parlerez. a un petit peu rogné sur le temps de Nicolas, donc on en reste plus beaucoup. Nicolas, Merci toi, je t'en beaucoup, prie. Lucas. Merci. Donc peut-être que je ne sais pas si tu as rappelé que on avait encore le temps pour répondre au questionnaire jusqu'au 15 février. Je Et l'ai que c'était rappelé en le début, premier. mais c'est très bien de le souligner. On va le Ouais, souligner plusieurs fois donc ce sont aujourd'hui les pour avoir un premiers maximum de réponses. résultats, donc qui probablement devront être consolidés avec d'autres répondants. Donc effectivement, ça s'adresse exclusivement aux EPCI intercommunalités et leurs opérateurs partenaires. Merci beaucoup, Lucas, extrêmement effectivement. Et puis la comparaison avec l'étude menée antérieurement est extrêmement riche. Nicolas, à toi, Nicolas, pour la présentation de la note et de. Oui, merci Jamila. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Gilliot, chargé de mission au CRMA. Je vais vous présenter rapidement la note technique qui est disponible sur le site de la DCF et d'intercommunalité de France, pardon. Il faut que je me mette à jour. Et bien sûr sur les sites de l'ANCT et du CRMA. Donc, elle est téléchargeable gratuitement et simplement, mais on peut vous remettre le lien dans le chat si besoin. Je vais donc dans cette note sur laquelle je serai assez descriptif, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on y retrouve. Elle est organisée en trois axes. Donc un premier axe sur ce qu'on a appelé construire un référentiel partagé sur la sobriété foncière pour les activités économiques. Un deuxième axe, articuler outils et stratégies en faveur de la sobriété foncière. Et un dernier axe, formaliser une gouvernance autour de la sobriété foncière au service d'objectifs territoriaux communs. Donc, ces trois axes nous paraissent, en tout cas, être essentiels dans la préparation d'une mise en opérationnalité du ZAN et de la sobriété foncière notamment. Il ne vous aura pas échappé, ou si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, je vous le dis, que la loi Résilience et Climat prévoit la réalisation d'un inventaire des zones d'activité économique à son article 220, que cet inventaire nécessite de réaliser un état parcellaire des unités foncières avec l'identification des propriétaires, l'identification des occupants de la zone et également le calcul, l'estimation du taux de vacances de la zone et que cet inventaire doit être actualisé tous les 6 ans. Alors, ça peut être intéressant dans ce cadre-là de se mettre d'accord sur le langage donc commun à définir qu'adoptera la collectivité et ses partenaires. Ne serait-ce que pour établir le niveau de consommation foncière passé sur son territoire. Ce qui se passe par ailleurs, si on passe à la diapositive suivante, s'il te plaît, c'est qu'évidemment, il faut tenir compte des tendances passées de consommation sur les territoires, mais je vous ai mis une petite illustration à partir de l'Observatoire de l'artificialisation. Donc, ces données sont accessibles nationalement. On pourra vous faire passer le lien. Vous pouvez calculer vous-même donc, ces indicateurs en définissant la période, mais la plus longue disponible aujourd'hui est sur 2009 à 2020. Et là, vous avez 2 territoires EPCI distincts et on voit bien que les niveaux de consommation foncière pour ces 2 territoires sont radicalement différents. Il s'agit évidemment des activités économiques. Et donc, il faut tenir compte de ça, je pense, pour définir un inventaire et définir un référentiel. Alors, dans cette note, vous retrouverez des retours d'expérience sur lesquels je n'ai pas le temps d'entrer, évidemment, mais ces expériences vous donnent quelques outils, quelques compléments qui peuvent vous aider dans la définition et dans l'élaboration de votre inventaire si vous n'en disposez pas. Maintenant,
quand on définit ce référentiel et qu'on met en place des modalités d'observation, on a besoin souvent de faire le lien entre l'observation et sa technique de réalisation. Et puis, ce à quoi l'observatoire va servir. L'observatoire, il va vous permettre d'identifier un potentiel foncier, de définir une stratégie foncière. Et là, ce que l'on suggère, c'est que vous utilisiez des outils qui vont peut-être vous aider dans ce travail-là. Donc, c'est un exemple, mais c'est un outil qui s'appelle Urban Simul, qui a été développé par le CEREMA à la demande du ministère de la Transition écologique, qui superpose différentes couches, donc des couches liées au PLU, et également le bâti pour ce qui est des activités économiques. Vous avez une illustration là qui peut vous permettre d'identifier à la parcelle et à l'unité foncière les bâtiments économiques existants sur un territoire donné et de superposer les couches qui vous intéressent. Cet outil sera disponible auprès des territoires qui en font la demande pour l'instant, et ensuite il sera ouvert plus largement aux collectivités territoriales. Donc, l'autre point qui nous paraît important, c'est de bien remettre en place les choses, et notamment les outils et leurs fonctions. Alors, bien sûr, le rôle des documents d'urbanisme paraît essentiel, et Lucas l'a rappelé dans son intervention, c'est ce qui quand même ressort assez fortement de des premières réponses que l'on a pu exploiter. Mais on peut aller plus loin. Et donc, OAP, destination, sous-destination, là, c'est pareil. Il y a sans doute des choses à exploiter encore. Les outils de portage foncier, ça a été indiqué. Dans quelles conditions faire de la maîtrise publique du foncier? Comment peut-on faire du co-investissement avec des opérateurs privés, sur quel mode? Voilà, c'est des éléments qui nous permettront aussi d'alimenter les débats tout à l'heure. Et puis là, c'est pareil, dans la note, vous retrouverez des éléments de retour d'expérience qui vous permettent de nourrir un peu votre réflexion sur la stratégie et l'articulation avec les outils. Dernier axe, donc sur la gouvernance. Gouvernance, alors à la fois, je qualifierais d'externe avec les entreprises du territoire, comment dialoguer avec elles pour favoriser la sobriété foncière. Alors, les associations de zones d'activité, les clubs d'entreprise peuvent être un vecteur, mais surtout, ils doivent servir à favoriser la mutualisation des espaces et des réseaux, de manière à réaliser des gains en consommation d'espace par ces effets de mutualisation. Et puis enfin, une gouvernance interne qui est propre plutôt aux intercommunalités, qui concerne la transversalité des services. Et on retombe sur un sujet qui n'est pas propre aux questions de sobriété foncière pour le développement économique, mais qui concerne sortir des silos, et puis articuler les stratégies urbaines et stratégies de développement économique. Donc, ça suppose de réunir autour des élus les différents services d'aménagement, d'urbanisme et de développement économique, voire, et ça existe dans certains cas, de créer une mission aménagement économique spécifique. Voilà ce que je voulais vous indiquer très rapidement. Alors, il y a une toute dernière slide, effectivement, sur l'association des acteurs publics, partie prenante à la sobriété foncière. Évidemment, les collectivités, en grande partie, n'agissent pas seules. Elles agissent avec des opérateurs que sont les EPF, établissements publics fonciers, qu'ils soient d'État ou locaux, les SEM, et c'est aussi dans cette collaboration aussi que va se construire la mise en œuvre de la sobriété foncière. Et également, et je le rappelle, une coordination élargie intercommunalité, région, État, qui permettra peut-être, là je n'ai pas aujourd'hui la réponse, mais de définir des conventions de sobriété foncière qui pourraient faciliter la contractualisation autour d'objectifs.
Elles n'ont pas été finalement incorporées à la loi résilience climat, mais elles pourraient peut-être de l'initiative des collectivités et des services de l'État revenir sur le devant de la scène. Voilà, je ne veux pas être plus long sur cette note. Vous retrouverez tous ces éléments-là. On va continuer à en débattre dans les groupes. Je vais passer la parole à Jamila. Oui, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup dans le chat, beaucoup de questions sur Urban Simul, qui est un des outils qui a été financé par France Relance, par le ministère de la Transition écologique. Donc, ce sont vraiment, on est outillé aujourd'hui. Donc, ce sont des outils qui sont mis à disposition de manière gratuite aux collectivités, avec le pilotage, l'animation, et j'allais dire tout le prototypage du CEREMA. Donc, on a quand même la chance d'avoir au niveau national ces différents outils qui accompagnent justement cette révolution par rapport au paradigme, ce nouveau paradigme lié au ZAN. Donc, il y a Urban Simul, Cartofriche et Urban Vitalise. On les avait déjà présentés il y a quelques temps dans le cadre du groupe de requalification des friches. Oui, peut-être l'occasion de les recycler, j'allais dire, enfin de les représenter. Alors, il y a juste une précision, il y a aussi des outils au niveau local, bien évidemment. Bien sûr. Animés et élaborés par des EPF locaux, par exemple. Tout l'enjeu, c'est d'interfacer et de mettre en réseau ces outils, tout à fait. Effectivement, avec toute cette nouvelle nomenclature aussi de ZAN, avec ce qui est fait au niveau local. Bien entendu, on ne part pas de rien. Alors, donc là, aujourd'hui, on va maintenant entrer dans les différentes salles. Donc, normalement, lors de votre inscription, vous avez choisi le groupe dans lequel vous souhaitiez contribuer. Donc, voilà, donc il y a 3 groupes à observation foncière, outils et stratégie foncière et attractivité et toute l'offre servicielle autour du foncier économique. Donc, chacun de ces sous-groupes est animé donc par nous 3 d'ailleurs qui apparaissons là, donc moi sur le 3e groupe. Observation foncière, donc c'est Lucas Chevrier, et outils stratégie foncière, donc vous irez un peu plus loin que la note qui vous a été présentée d'ailleurs par Nicolas dans ce groupe. J'espère que c'était des temps qui étaient intéressants pour vous. Je vous propose que, voilà, notre déroulé a prévu qu'on ait une demi-heure de restitution plus générale sur, sur les éléments qui ont été apportés dans chacun des sous-groupes. Je propose qu'on commence peut-être directement par les différentes synthèses qui ont été faites. En tout cas, n'hésitez pas, via l'onglet réaction, à lever la main aussi ensuite, si vous avez justement des réactions apportées au vu de ce qui est dit. Peut-être je te laisse la main, Aurore, pour débuter au vu de ce qu'on s'est dit sur le sous-groupe observation foncière. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Lucas. Donc, en effet, sur ce sous-groupe concernant l'observation foncière, nous avons traité à partir de trois grandes questions. Donc, sur la phase amont de l'observation foncière, donc quels sont les besoins des intercommunalités en termes d'observation, et notamment vis-à-vis de l'objectif de sobriété foncière et de zéro artificialisation nette. Nous avons traité une seconde question concernant la fabrication de l'observation, quels outils les acteurs utilisent, comment ils s'organisent, quel est le pilotage et la gouvernance mise en place. Et une troisième question autour de la façon dont on mobilise ces observatoires, ces différents outils au profit d'une stratégie foncière. Donc l'objectif étant de pouvoir pérenniser ces démarches dans le temps, et que ces dynamiques d'observation foncière soient mises au service de plans d'action locaux et puissent permettre de répondre à vos objectifs territoriaux. Alors peut-être, si je reprends rapidement les 3 points qui ont été évoqués sur la phase amont de l'observation foncière. Alors, donc nous étions une 50aine de personnes dans ce sous-groupe de travail. Il y a pas mal de territoires qui nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas mis d'observatoire en place pour le moment, mais qui commençaient à travailler sur le sujet, et notamment au regard des nouvelles orientations nationales sur le sujet de la sobriété foncière en lien avec les enjeux de développement économique. Et nous avons eu d'autre part des retours d'expérience sur des outils qui ont été mis en place, alors à différents niveaux. On a eu des échanges, des retours d'intercommunalité, également d'acteurs au niveau régional ou au niveau national. Donc en termes de besoins, on a
un sujet d'articulation entre l'observation de l'offre économique existante au niveau local et puis aussi des sujets en lien avec des enjeux d'implantation d'entreprises, de localisation des activités en fonction de leur nature, de leur taille, pour pouvoir distinguer des activités type productive, mais aussi des activités de commerce, d'artisanat ou d'autres services. Sur les outils qui ont été évoqués, donc on a des outils qui sont bien connus tels que les fichiers fonciers type Basol, des données aussi qui sont gérées au niveau des EPCI, avec à ce sujet une question d'articulation entre les différents services urbanisme, aménagement, pour que les données puissent faire l'objet d'un partage entre les équipes. On a évoqué des outils qui ont déjà été cités à l'introduction de la séance type Urban Simul, Cartofriche, qui vont être mise à disposition plus largement des intercommunalités. La DataVise territoire d'industrie également, qui est développée par la Banque des territoires et qui a une dimension foncière qui permet aussi de trouver des données à l'échelle des EPCI, des territoires d'industrie concernés. Nous avons eu un retour d'expérience du LIFTI, que vous connaissez bien au niveau national, qui travaille avec nous, différents partenaires nationaux, sur des réseaux d'inventaire territoriaux de friches. Un autre retour d'expérience aussi intéressant de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a mis en place un réseau d'observation de la connaissance du foncier en région, avec la mise en place de groupes de travail, le développement d'un standard autour de ce sujet d'observation. Le PFL de la Savoie également a pu témoigner de la mise en place de son outil d'observatoire sur les friches. L'Institut Paris Région également a développé une base de données sur les friches, un outil Cassius qui est en construction. Voilà. Donc, je ne vais pas citer forcément tous les outils qui ont été évoqués, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une richesse, pour le coup, pléthore de démarches qui sont engagées par les différents acteurs, collectivités et partenaires. Et donc, l'enjeu, c'est surtout la mise en place d'une gouvernance entre ces différents acteurs, collectivités, CCI, établissements publics fonciers, etc., qui est notre prérequis en fait à la mise en place de ces démarches d'observation foncière dans les territoires. Sur le dernier point, justement de l'usage des données au profit des stratégies des collectivités. Alors, ce qu'on a vu en termes de difficultés, justement, pour bien articuler ces enjeux d'observation et de stratégie, c'est la mise en place d'une démarche dans le temps, ce qui implique des moyens notamment humains, financiers. On se pose aussi la question de la gratuité des données, du partage entre partenaires. Tout cela nécessite du temps pour mettre en place ce type de dynamique et bien articuler les interventions entre les différents acteurs. Je ne sais pas, du coup, Lucas, combien de... Par rapport aux autres sous-groupes, voilà, combien de temps Perfect, on the time. Il reste 10 minutes pour chacun pour les autres groupes. C'est ça. Oui, alors on va laisser du temps pour les autres sous-groupes. Et est-ce qu'on voulait peut-être, Lucas, qu'on peut peut-être conclure et ouvrir ensemble sur les préconisations par rapport à la suite du groupe de travail sur ce sujet en particulier de l'observation, sachant qu'on a eu un certain nombre de retours d'expérience aujourd'hui, et l'objectif, c'est que je pense dans les prochaines réunions du groupe, qu'on puisse prendre plus de temps justement pour avoir ce retour de bonnes pratiques, diffuser l'ensemble des outils qui ont été évoqués, que ce soit au niveau national ou au niveau des collectivités locales et régionales, et faire en sorte que ces outils puissent être mis à disposition de vos stratégies foncières, ce qui est l'objectif globalement du sous-groupe et du groupe national. Merci Aurore. À toi Nicolas, je crois. Alors, nous, on a rapporteur, Carole, sur le groupe 2 avec Carole
On a eu beaucoup de contributions à travers le tableau qui était en ligne. Donc, on n'a pas pu tout exploiter. On a quand même eu et Carole complétera, hein, bien sûr, on a eu quand même 3 temps, un premier temps assez long sur le rôle du PLU et sur aujourd'hui les difficultés que l'on rencontre pour aller plus loin en matière d'optimisation de l'espace et d'une meilleure, je dirais, définition des besoins en fonction des activités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'outil, par exemple, des sous-destinations qui est possible depuis la loi Allure, il est quand même difficile au sens où l'appropriation des élus locaux n'est pas encore pleine sur cet outil-là. Et donc, il y a encore un besoin d'accompagnement des élus locaux, mais aussi des entreprises autour de cette question. On a eu l'exemple néanmoins de Dinan Agglomération, hein, qui a 5 catégories de zones d'activité avec des sous-destinations à chaque fois qui ont été prévues sur le commerce de gros, l'artisanat, les services et la restauration, et puis les commerces de proximité en centralité. On a également eu des échanges autour d'un autre outil, alors au terme barbare de PAPAG, qui désigne un périmètre d'attente de projet qui peut durer 5 ans et qui permet aux collectivités de geler un peu l'organisation et l'implantation d'activités, le temps de définir davantage ce qu'elles souhaitent faire de ces espaces-là. Et par exemple, on a dans cette perspective 2 territoires, Annemasse et Limoges, qui ont eu un PAPAG et qui vont, en tout cas pour Limoges, bientôt passer à une OAP autour des activités productives qui permettront d'accueillir des entreprises à la fois de la logistique et de l'industrie sur ce périmètre. Et donc, je pense que c'était intéressant aussi de voir qu'il y a des instruments qui peuvent répondre à l'objectif de sobriété foncière. C'est aussi des outils de dialogue, c'est aussi ce qu'il faut rappeler. Et j'espère que je n'ai pas déformé les propos des intervenants. Autre élément, on a eu un échange sur la relation entre industrie et tissu urbain. Alors, on a eu le témoignage d'une représentante des entreprises, de start-up et des ETI, pour nous rappeler que la connexion entre l'industrie et la vie urbaine est importante. Aujourd'hui, on en a parlé notamment sur l'exemple des pôles de vie que souhaitent maintenir également un certain nombre de collectivités dans les zones d'activité, de manière à ce que l'interdiction ou la sous-destination ne soit pas une règle trop contraignante et puisse quand même permettre de répondre à des besoins en service pour les entreprises et les salariés. Il y a une question où on n'a pas encore aujourd'hui vraiment la réponse, je pense, c'est sur le rôle que peuvent jouer les associations foncières urbaines dans l'animation, mais aussi dans l'aménagement des zones d'activité. Est-ce que ça peut être un outil favorable à la sobriété foncière? Ça reste une question ouverte. Et puis des questions et des outils, je pense, qui ne sont pas très connus, mais qui ont été évoqués par la CCI de l'Oise sur le développement de coefficients de biotope par rapport à la surface, qui permet d'accueillir des activités logistiques notamment, ou encore ce qui a été évoqué, si je ne me trompe pas, définir des coefficients d'emprise au sol par tranche
par tranche d'emprise au sol pour rendre plus efficace les surfaces, l'aménagement des surfaces de stationnement. Carole, est-ce que j'ai oublié des choses à ce stade? Voilà, tout à fait. Je trouve que le point que vous évoquez en dernier, il est vraiment intéressant puisqu'il posait in fine la question de l'intégration des sites d'activité dans la vie urbaine. Que ce soit donc sur toutes les questions d'optimisation foncière, où on essayait de réfléchir un petit peu comment le PLU pouvait inviter à augmenter la densité pour pouvoir accueillir de nouvelles activités sur des mêmes sites, et en même temps, comment les pôles de vie qui peuvent être inscrits à travers des OAP ou alors de façon beaucoup plus informelle peuvent permettre à la ville de se nourrir des sites d'activité et des sites d'activité de se nourrir de la ville, et puis les questions de déplacement que ça peut poser quand les sites d'activité sont excentrés, et comme c'est souvent le cas. Et voilà, puisqu'aujourd'hui, on a des activités qui sont peut-être moins nuisantes qu'elles n'ont pu l'être, en tout cas pour certaines, et donc quel site d'activité en ville aussi. Et on a terminé par un point qui est un point plutôt d'attention, c'est sur la multiplication des contraintes à travers les questions de risque d'inondation et mêlées aux questions de concurrence d'usage pour l'espace qui rendent compliqué et qui rendront encore plus compliqué l'accueil des activités industrielles sur ces espaces-là, sur des territoires contraints en raison de la proximité d'un fleuve, alors ça a été, ou d'une rivière. Ça a été évoqué par l'Oise, par la métropole de Rouen, et je sais que c'est également le cas sur la métropole de Grenoble, mais c'est un sujet sur lequel voilà, il faudra être attentif par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la gestion de l'occupation de l'espace sur ces territoires. On espère qu'on n'a oublié personne ni été trop désordonné dans cette restitution. C'est très clair. Enfin, ces deux groupes montrent vraiment des échanges très riches autour de ce qui se fait déjà. Voilà. Peut-être donc maintenant notre groupe, en laissant la parole à Charlotte. Donc c'était sur la thématique de l'attractivité de manière globale en partant du foncier et les questions. Je te laisse, Charlotte, sans empiéter. Alors, j'ai du coup un exercice délicat puisqu'on est sur un atelier très ouvert qui traitait de l'attractivité de l'offre de services d'accompagnement à l'ancrage des entreprises sur le foncier qu'on leur propose. Il y a évidemment des passerelles avec ce qu'ont travaillé et évoqué les autres groupes, donc je les esquisserai très brièvement. La contribution sur le Google Sheet est très riche, donc j'y reprends quelques éléments. Tout n'y sera pas dans ce que je viens d'échanger, mais heureusement, on a là une trace qui va nous permettre, dans le compte-rendu, d'être beaucoup plus exhaustif. Ce qui ressort, puisque la première grande question qu'on s'est posée, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui apporte une valeur ajoutée à ce foncier quand on accueille l'entreprise et pourquoi ça fonctionne bien au quotidien lorsqu'on accueille les entreprises. Donc, c'est la notion d'offre de service et d'attractivité. Alors, c'est un avis et un point de vue partagé à la fois par les communautés de communes, communautés d'agglo et collectivités qui exercent en régie et celles qui font appel à des agences de développement notamment, puisque c'est assez fréquemment le cas. Mais dans les deux, je ne vais pas dissocier puisque finalement, ce qui ressort de ces facteurs clés de succès, ils sont convergents. Donc, ce qui apparaît bien sûr, c'est que le nerf de la guerre dans tout ça, c'est la capacité à proposer du foncier et du foncier qui correspond à la demande. Là, on a assez vite une notion d'anticipation qui arrive et c'est là que je rejoins l'atelier 1 sur l'observation et c'est beaucoup là-dessus que ça va reposer, sur cette capacité à anticiper, à tracer des schémas directeurs
Notamment, il y a la type 67, là. Je n'ai pas forcément les noms très précis, mais qui a travaillé sur des schémas directeurs pour faciliter cette anticipation. Donc, le nerf de la guerre, le foncier, mais bien sûr pas que ça. Vous avez toute la partie accompagnement plus serviciel qui, elle, est essentielle. Alors, quand on parle de ça, c'est pouvoir intégrer l'entreprise dans un écosystème. Dinan Agglomération fait tout un travail fin d'animation de réseau et d'entreprise entre elles, et ça c'est extrêmement précieux, mais aussi mise en lien avec les acteurs. Alors les acteurs, il y en a énormément quand on installe une entreprise, donc il y a bien entendu tout le travail de mise en lien avec les services en propre de la collectivité pour faire en sorte que l'entreprise n'ait qu'un interlocuteur au sein de la collectivité quand c'est en régie, mais aussi vis-à-vis des services de l'État, les acteurs de l'emploi, le SDIS, la communauté de communes entre Dore et Allier fait des choses qui sont très poussées dans ce sens. Tous les acteurs de l'État en lien avec les autorités environnementales, on sait que ça devient un sujet clé pour notamment le planning et le respect des plannings d'implantation. Donc ce travail de facilitateur, en fait, il ressort comme une attente très forte. On le voit très, très fréquemment et il est parfois poussé très loin, notamment je pense à Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la communauté d'agglomération qui, elle, va jusqu'à mettre en place un bouquet de services, une box. Bon, je suis pas, voilà, les anglicismes sont souvent de mise, pour aller très loin dans la prise en charge de l'installation des salariés, puisqu'on sait souvent que c'est le capital humain qui fait la richesse de l'entreprise, et c'est souvent là que se trouve parfois le frein à l'implantation. Donc ça, c'est pour tracer très vite. Et puis, en petit clin d'œil aussi, il y a un accompagnement souvent à la recherche de financement et parfois même un financement en direct d'actions de défrichage. Là également, c'est la communauté de communes Dore et Allier qui s'est lancée dans cette approche directe. Donc, on aboutit très souvent à une recherche d'une grande lisibilité d'un interlocuteur unique. Alors, le mot guichet unique, vous le savez aussi bien que moi, est un serpent de mer qui ressurgit très souvent et un souhait qui est exprimé, qui est parfois pratiquement atteint, mais pas toujours. L'idée, dans tous les cas, c'est d'être en capacité de proposer aux entreprises des partenariats lisibles avec les acteurs publics, mais pas que. Ça peut être aussi des partenariats lisibles avec les territoires plus denses et l'articulation avec les polarités métropolitaines, par exemple. Et ça, c'est un vrai sujet. Et autour de Dijon, l'agence de développement, il travaille beaucoup. Ça pose derrière, demain, la question de comment on fait pour, de fait, en proximité de ces territoires denses, continuer à répondre à des demandes auxquelles on fait de moins en moins face, des grosses parcelles ou des petits bâtiments. Ça devient très compliqué et de fait, même les réponses à des besoins endogènes deviennent difficiles. Et ça, c'est un vrai questionnement avec l'atelier 2 à se poser pour savoir comment on va faire. Et au-delà de ces disponibilités foncières, il y a aussi la question de l'acceptabilité qui ressort de plus en plus et des freins qui émergent sur l'accueil d'activités. Alors, on l'a eu beaucoup et de longue date sur les activités logistiques. Il commence à y avoir des réticences sur les data centers et plus largement, il peut y avoir des conflits d'usage à accueillir de l'industrie en proximité de logements. Donc, c'est des questions qu'on va avoir à traiter, y compris vis-à-vis des habitants, mais pas seulement. Et ça appelle à des questions de comment on met en valeur un cadre de vie et une délocalisation apaisée. Je pense à la communauté d'agglomération Plaine et Vallée qui met en valeur vivre et travailler autrement, donc en dehors de zones denses. Mais si c'est pour y retrouver des difficultés de cohabitation, rien n'est simple. Donc, comment fait-on pour gérer ce souhait de rester sur des territoires agréables et pour autant de les densifier économiquement.
Donc ça aussi, c'est une vraie question. Ça emporte la question de l'attractivité, de la communication sur la qualité d'accueil du territoire et sa qualité de vie. Et ça, voilà, comment on le fait savoir? Est-ce que c'est des outils de la présence sur des salons? Est-ce que c'est des plaquettes? Ça renvoie aussi à ces questionnements. Et finalement, est-ce qu'on a besoin de développer des packs d'accueil pour les entreprises, pour les salariés? Certains ont démarré ces approches-là. Est-ce qu'il faut les généraliser? Voilà, on a probablement encore beaucoup de questions à se poser et bien entendu, tout ça se fera à la fois avec une démarche en régie, mais aussi beaucoup par des partenariats qu'il faudra travailler le plus possible et être capable demain d'être l'interface et l'interlocuteur le plus cohérent des entreprises qui ont parfois du mal à s'y reconnaître dans ce maquis de portes ouvertes à franchir. Voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas si, Djamila, tu souhaites confirmer ou infirmer ou je pense que ça retrace bien nos échanges et effectivement, il y a des membres qui n'ont pas participé à l'oral, mais qui ont beaucoup écrit. Voilà, qui ont beaucoup donné. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire, mais on a entendu quelques-uns. Mais la question de guichet unique, puisque la mise en réseau, la question de raréfaction des grandes surfaces, etc., et de l'accompagnement le plus en amont possible. Donc, j'en reste là. Merci beaucoup. Peut-être qu'on avait prévu de faire quand même juste un débrief de la suite. Mais peut-être laisser aussi la parole à Monsieur Troglик, qui est vice-président, qui souhaitait probablement prendre la parole pour un mot de conclusion ou pré-conclusion avant qu'on aille un peu plus loin. Monsieur Troglик, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, merci, mais je ne souhaitais pas spécialement intervenir. On voit bien que le sujet intéresse fortement les territoires. C'est aujourd'hui quelque chose qui va en s'accélérant, donc c'est bien que nous puissions, dans le cadre de ce groupe de travail, poursuivre cette réflexion, mais je pense que les participants attendent la suite qui sera proposée à cette réflexion. Merci. Alors, de fait, je vais peut-être reprendre la parole sur ces éléments, puisque oui, on était ce matin dans un travail en très grand nombre et on va de toute façon adresser un tout petit questionnaire pour voir comment on poursuit et sous quel format cet échange. Dans tous les cas, il y aura un compte-rendu et un replay parce que c'est des échanges qui se sont faits dans des salles distinctes et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie de savoir dans le détail aussi ce qui s'est dit dans les salles d'à côté. On aura vocation à donner une suite collective et plus approfondie, mais là, il faut qu'on exploite en commun les restitutions et on reviendra vers vous. Mais comme je vous l'expliquais en introduction, tout ça doit bien entendu être à votre service et le plus concrètement possible sous forme d'une boîte à outils mobilisable et partageable et d'un rapport à faire remonter de points de sensibilisation sur ce qui demain fera la réussite et la poursuite de ce développement économique dans les territoires. Donc pour l'instant, on a bien entendu en tête tout ce que vous avez à la fois mis ce matin dans les documents et dans nos partages verbaux, mais je vous encourage aussi, si vous ne l'avez pas fait, à poursuivre pour le questionnaire qui a été mis en ligne par Lucas et qui est à retourner au 15 février. Tout ça pour nous permettre, comme on a réussi à le faire sur les friches, à aboutir à des dispositifs au service des territoires et les plus pertinents possibles, bien entendu, et c'est là que votre éclairage et votre nombre nous permettra d'y voir clair. Voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas si… Oui. Non, j'allais dire le mot de la fin, mais tu l'as déjà dit, donc c'est très bien. En tout cas, voilà, d'un point de vue très formel, où on vous enverra dès que possible les différents comptes rendus. Et voilà, comme le disait Charlotte, n'hésitez pas à répondre au questionnaire et nous, on fera un beau rapport et une belle note de synthèse plus globale, boîte à outils,
pour vous servir. Lucas, Voilà. il faut juste peut-être rappeler qu'on a enregistré la séquence. Donc, il y aura un replay qui sera accessible sur les sites des partenaires pour vous permettre, si vous le souhaitez, de réécouter certaines parties ou au contraire accéder au sous-groupe que vous n'avez pas pu suivre. Et il est midi, donc je vous félicite tous d'avoir réussi à rentrer dans l'exercice, d'avoir accepté de travailler de manière totalement fluide sur enfin on a essayé en tout cas sur Zoom et on est très, très content de cette séquence et de cette séance avec, je pense, un partenariat riche qui nous permet de couvrir ce sujet qui est très, très large. Voilà. Donc, encore un grand merci. À suivre, n'hésitez pas à consulter, comme vous le dites, le replay et le compte rendu qu'on vous adressera et à nous faire remonter, si nécessaire, encore des remarques et des possibilités d'action. Et on n'aurait pas eu le temps de faire une réunion en présentiel très très vite. Voilà. Une prochaine. Merci. Peut-être la prochaine réunion en vrai, oui. Ouais, en vrai. Et puis en province. Ok, merci à tous et merci. Bravo à nous tous. Merci, bonne journée.